Alors, je vais vous demander de bien vouloir rejoindre vos places, s'il vous plaît. On va passer au troisième temps de la journée pour cette dernière table ronde avant la clôture de ce colloque par le secrétaire d'État à la réforme de l'État, Thierry Mandon. Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander... Voilà. Merci. Donc, le thème de cette table ronde, quelle transformation de l'action publique? On a bien vu les contraintes et les besoins qui vont s'exprimer dans les 10 prochaines années. Et maintenant, la question, ça va être de savoir avec quels outils, comment on va opérer cette transformation. Et pour parler de ces problèmes de gouvernance, de méthode et de redevabilité de l'action publique, j'invite à rejoindre sur l'estrade, sur les sièges qui sont à côté de moi, Valérie Rabault, députée socialiste, rapporteure générale de la Commission des finances. Alain Lambert, président du Conseil général de l'Orne, ancien ministre, un des pères fondateurs de la LOLF, dont on va parler. Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale CFDT. Nicolas Jacquet, vice-président de la commission efficience de la sphère publique au sein du MEDEF. Et Jean-Pierre Landau, doyen de l'école d'affaires publiques de Sciences Po. Merci beaucoup. Et pour introduire cette table ronde, j'appelle la marraine du projet, Anne-Marie Idrac, ancienne présidente de la SNCF, de la RATP, ancienne ministre au commerce extérieur et au transport. Alors, gouvernance, méthode, redevabilité. J'ai retenu 3 chapitres ou 3 axes intéressants du travail que nous avons fait, qui a été fait par France Stratégie et que, comme beaucoup d'entre vous, je pense, je trouve vraiment absolument excellent. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça, pourtant Dieu sait qu'on en a lu, des rapports sur l'action publique qui va mal et dont on ne sait pas trop comment elle pourrait aller bien. Celui-là, je pense que ce qu'il a de très différent, c'est que justement, il essaye d'aller relativement loin dans gouvernance, méthode, redevabilité, et c'est-à-dire, comme je le disais ce matin devant le ministre, que c'est de la stratégie opérationnelle, comme devrait l'être toute stratégie, en tout cas c'est le cas pour les entreprises. Alors les 3 axes que j'ai retenus, le premier, c'est la question de l'évolutivité. Donc je ne vais pas trop insister parce qu'il y a déjà eu toute une discussion tout à l'heure très intéressante sur les besoins. Bon, simplement, je trouve que ce qui est bien dans l'approche, c'est de partir des besoins comme on part d'un marché, c'est-à-dire des consommateurs, un marché, c'est-à-dire des besoins solvables, puisque bien sûr, comme l'a dit le commissaire général tout à l'heure, il n'y a pas de politique publique et d'analyse des besoins concernant les politiques publiques si on n'est pas sous contrainte, sinon on est Alice au pays des merveilles, on n'est pas dans l'action publique au sens propre, responsable. Il y a des besoins en plus, c'est évident, certains sont liés aux technologies ou à l'évolution démographique, mais il y a aussi des besoins en moins. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent qu'on a besoin de normes en moins. Et puis il y a aussi des besoins en différents, et c'est sans doute là qu'il faut aller le plus loin, notamment sur le préventif par rapport au curatif, ou ce qui a été appelé l'investissement social tout à l'heure. En termes de besoins, je voudrais insister sur 2 points complètement différents. Le premier, c'est en relation avec le numérique, le besoin de personnalisation du service. Et le deuxième, qui est dans un sens complètement différent et qui va avec les besoins des entreprises et plus largement de l'économie, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les besoins de l'économie à l'égard de la puissance publique. C'est-à-dire que les puissances publiques sont mises en concurrence les unes avec les autres, en termes d'attractivité des territoires, en termes de fiabilité, en termes de redevabilité, dans tous les pays du monde, bien sûr pour nous essentiellement à l'intérieur des pays de l'OCDE ou des pays de l'Union européenne. Bon. Et dans cette compétition
des puissances publiques ou des actions publiques au service de la compétitivité. Il y a beaucoup à faire, à la fois dans la production de services, mais au moins autant, bien sûr, dans les réglementations et les régulations. C'est aussi un des aspects que, de manière peut-être plus importante que d'habitude, sur ces sujets, le rapport souligne. Ce n'est pas simplement les besoins des individus ou même des individus entreprises, mais c'est les besoins de la France comme territoire plus ou moins compétitif. Sur cette évolutivité, là aussi simplement 2 coups de projecteur. La nécessité d'un leadership, et ce qu'apporte le rapport, c'est qu'il dit, évidemment, l'action publique se transforme, nous proposons qu'elle se transforme de manière interactive et positive, non pas subie, comme si c'était la faute à je ne sais trop qui. De toute façon, on sait bien que ce n'est pas la faute à Bruxelles, ni la faute à la perversion de la mondialisation, ni la faute au manque de moyens. Et le rapport, il dit assumons, parce que ça permettra de résoudre les décalages et les malaises entre une société qui bouge, une économie qui bouge, un pays qui bouge, et une action publique qui ne le fait pas tout à fait au rythme ou à la manière dont ses clients, ses usagers le souhaiteraient. Puis deuxième coup de projecteur, mais là aussi il y a beaucoup d'évidence, c'est ce qu'apporte le numérique. Le numérique, pas simplement comme outil, pas simplement pour que ça coûte moins cher, pas simplement pour que l'information soit mieux traitée, mais le numérique comme créateur de relations complètement différentes entre les agents et leur hiérarchie, entre les agents et le public, l'intrusion du public dans le fonctionnement du service public, etc., etc. Donc voilà, sur l'évolutivité, beaucoup de pistes, beaucoup de choses, encore une fois, positives. Le deuxième axe qui m'a beaucoup intéressé, c'est la question de la neutralité des modes d'exercice, c'est-à-dire le fait que déjà classiquement certaines missions de service public sont remplies eh bien en régie, d'autres en délégation de service public, comme ça a été dit tout à l'heure, certaines par des agents, certains par des opérateurs qui peuvent être publics, qui peuvent être privés, etc. Ce qui apparaît et ce qui apparaîtra de plus en plus, c'est que certains services publics ou certaines prestations publiques peuvent tout à fait, comme l'a dit Martin tout à l'heure, être assumées par le marché. Et à ce moment-là, la question qui se pose, c'est celle de la régulation, sur laquelle je reviendrai, ou bien sûr peuvent être assurées de manière partenariale avec des changements de frontières entre ce qui relève du public dit privé. Et j'ai beaucoup aimé les ponts japonais qui ont été évoqués tout à l'heure par notre collègue de FAS. Sur cette question de la neutralité des modes d'exercice, donc avec une action publique qui est de plus en plus diverse dans ses acteurs, et tout à l'heure on le disait dans ses besoins, un point essentiel, et là on est sur la gouvernance, un point essentiel qui est bien indiqué dans le rapport, c'est la distinction claire entre ce qui relève du politique, c'est-à-dire des objectifs, et ce qui relève des appareils publics, c'est-à-dire la mise en œuvre. Il se trouve que j'ai été les deux, donc je vois bien la différence. Et en particulier, je vois tout l'intérêt d'approche sous forme de contrat. La puissance publique dit « je veux atteindre tel objectif ». Moi, j'étais dans les transports, tel objectif de fiabilité, de régularité, d'information des voyageurs, que sais-je. Bon. Et l'opérateur, après mise en concurrence, hein, et l'opérateur dit « moi, je mets en œuvre tel moyen ». Je mets en œuvre telle politique des marchés, telle politique sociale, voilà. Et bien entendu, il y a des incitations, et parmi les meilleures incitations, eh bien, il y a la transparence et le retour sur une évaluation. Au-delà de cet exemple qui permet d'illustrer un petit peu les choses, le rapport explique très clairement, je crois qu'il met 7 conditions pour que la distinction entre la définition politique et ce dont a besoin le gestionnaire, public ou privé, pour gérer une action publique marche, parmi lesquels donc, le contrat, l'autonomie de gestion, évidemment des outils comptables, et là je ne sais pas si c'est écrit dans le rapport, mais moi je le ressens extrêmement fortement, l'absence d'intrusion à camp et contre-temps du politique dans la gestion du manager qui a été choisi. Et s'il a été choisi, c'était qu'il était là pour une lettre de mission dont on peut supposer par exemple qu'elle était de réforme.
Le troisième point sur lequel je voudrais insister, et en fait c'est celui qui me tient le plus à cœur, c'est méthode et moi je dirais management. Ce qu'il y a de différent dans ce rapport par rapport, encore une fois, à bien d'autres, c'est que, c'est la stratégie opérationnelle, quand je l'ai dit, et on voit bien que trop d'actions ne marchent pas, d'actions de transformation, de réforme, d'évolution, etc. Mais tout simplement parce qu'on n'a pas les bons hommes qu'il faut. Bon, quelquefois les bonnes femmes, mais c'est encore plus rare. Bon. Et pourquoi est-ce qu'on ne les a pas? Parce que le management n'est pas pris en compte. Il n'est pas pris en compte comme une condition pour pouvoir faire une réforme. Dans une entreprise, on n'imagine pas de faire, je ne sais pas quoi, moi, une fusion, une évolution, une décentralisation, la création d'une branche, la suppression d'une branche, une nouvelle ligne de produits, une nouvelle mise en place d'un dispositif commercial, etc., sans qu'on se dise, mais on va mettre qui, on l'aura formé comment, on va l'évaluer ensuite comment, où est-ce qu'on va aller le chercher, etc. Bon. Et donc, je crois que le management, comme il a été indiqué, doit faire l'objet d'investissements. Le management, c'est un droit des agents, parce qu'on ne peut pas demander aux agents d'évoluer s'ils ne sont pas accompagnés, encadrés. C'est un droit des agents. Et c'est aussi un droit des clients, un droit des usagers, parce que ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Vous savez, c'est comme le yaourt. Bon. Et donc, la personnalisation de la gestion de la ressource humaine, c'est une condition nécessaire à la personnalisation de la gestion du service public. Donc c'est un point auquel je crois vraiment énormément, cette mise en valeur du management. Elle se traduit en particulier par, on va donner 2 exemples, les critères de choix des managers. Un manager, c'est comme un agent public, c'est comme un usager, c'est pas un petit pois. C'est-à-dire qu'il n'est pas interchangeable. C'est pas parce qu'il appartient au corps des X, des Y ou des Z, je n'appartiens ni aux X, ni aux Y, ni aux Z, qu'il fera nécessairement bien le boulot à un endroit donné, à un moment donné, dans une circonstance particulière pour atteindre tel objectif. Et donc, il faut choisir les gens en fonction de leurs compétences. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément de compétences techniques et c'est tant mieux, bravo, c'est formidable. Il y a un peu moins de gens qui ont des compétences de manager. Bon. Si on mettait un tout petit peu plus de valorisation dans les avancements, dans les formations, etc., à ceux qui ont des expériences de manager et des talents de manager, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que des connaissances techniques, on irait certainement beaucoup mieux. Et puis l'autre exemple très fort sur lequel tout le rapport est fondé en termes de philosophie, je sais que ce n'est pas la même idée que celle du doyen qui est là, c'est la philosophie de la décentralisation et de la responsabilisation. Pas simplement au sens, on est amis depuis tellement d'années qu'on n'ose plus le dire, c'est pour ça que je ne vais pas mettre le taquiner. Décentralisation, pas simplement au sens État versus collectivité locale, mais vraiment décentralisation à l'intérieur de chacune des organisations est à peu près la même chose que responsabilisation. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement donner de l'autonomie à des agences, à des établissements, que sais-je, mais cette autonomie, la donner à des gens responsables au plus près du client et donc au plus près du service. Un point dont je me souviens plus, il est dans le rapport, mais en tout cas auquel je tiens beaucoup, et je crois qu'on l'a mis ensemble dans notre préface, Martin et moi, c'est que si on veut responsabiliser sur le terrain, et responsabiliser qui? Des managers, pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils s'occupent de leur personnel, pour pouvoir mieux s'occuper de leurs clients. Eh bien, il faut décentraliser le dialogue social, ce qu'on appelle le fameux dialogue social de la RATP. Sa caractéristique, c'est qu'il est décentralisé. Et donc, en particulier, les institutions représentatives du personnel sont également pour partie décentralisées dans le cadre, évidemment, de règles centrales. Voilà les principaux points sur lesquels je voulais mettre des coups de projecteur: évolutivité, différenciation des modes d'intervention, importance prise sur le management, et tout ceci bien sûr avec une forte approche numérique et une approche internationale. Ça a été déjà dit dans la première table ronde, parce que, en particulier sur les questions de gouvernance, franchement, il y a beaucoup à apprendre
de ce qui se passe dans d'autres pays, même des pays qu'on croit pas gentils du tout, pas bien du tout. Ils ont, en matière de transparence, en matière de capacité au dialogue avec les usagers, c'est-à-dire avec les personnels, parce qu'en fait c'est la même chose, ils ont pas mal de choses à nous apprendre, et nous espérons bien pouvoir le plus vite possible avoir beaucoup à apprendre et beaucoup à rayonner aussi, comme nous l'avons fait dans le passé, sur nos méthodes, notre gouvernance et notre recevabilité dans les comparaisons internationales. Merci beaucoup Anne-Marie Idrac. Je vous invite à venir, je vous invite à nous rejoindre pour participer à ce débat. Alors d'abord, on va faire un premier tour de réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Je voudrais donner la parole d'abord à Monsieur Lambert, parce que on a dans le rapport, comme le disait Jean Pisani-Ferry en introduction, une critique sous-jacente à peine de la LOLF, qui n'aurait pas aidé, ne pourrait pas se substituer à un projet de modernisation de l'action publique et n'accéderait pas, n'aurait pas permis d'accéder aux objectifs fixés à la base de performance de l'action publique. Alain Lambert, comment vous réagissez à ce qui a été écrit dans le rapport de France Stratégie ? Je souscris à la totalité de ce qui a été écrit dans le rapport, dans sa forme même. Je n'ai pas quoi que ce soit à ajouter ni à soustraire. En effet, l'esprit du législateur organique n'a pas été, à mon avis, respecté, et l'appareillage réglementaire qui a été associé à la loi ne permet pas d'obtenir les effets que nous espérions pouvoir lui donner. Donc c'est un sujet que Valérie Rabault pourra reprendre avec le Sénat. Je crois qu'il faut donner à la LOLF une deuxième vie, de manière à ce que les objectifs, les indicateurs ne soient plus aussi nombreux qu'ils le sont. Il faut, et ce qui est aussi très important, que ça ne se limite pas au compte de l'État. Moi, je suis très, très attaché, je voudrais que nous y revenions, que nous parlions de l'action publique, des actions publiques, des administrations publiques. Nous sommes un pays dont la République, au très haut de sa constitution, affirme l'indivisibilité. Or, je suis désolé, mais l'usager des administrations a affaire à une fragmentation invraisemblable entre d'un côté l'État, de l'autre, je ne parle même pas des ODAC, de la protection sociale, ensuite des collectivités territoriales. La réunification de l'action publique est le premier acte qu'il faut poser, à mon avis. Alors Valérie Rabault, vous avez été directement citée là justement dans les instruments réglementaires pour boucler les budgets et gérer les finances publiques. Qu'est-ce que ça pose aujourd'hui comme problème ? Comment on peut faire évoluer la LOLF dans le bon sens ? Alors merci beaucoup pour votre invitation. Moi, je trouve que le ministre Lambert a été un tout petit peu modeste parce que la LOLF, c'est un outil extraordinaire. Un outil législatif extraordinaire, donc je me permets, vraiment je l'affirme. Alors après on peut voir dans le détail des indicateurs, mais c'est ce qui a donné en tout cas pour les parlementaires, c'est ce qui leur a donné le pouvoir. Alors on peut s'étonner de savoir si ce pouvoir est suffisant ou pas. Je vais vous donner un exemple très concret. En juin dernier, je suis allée faire une saisie sur pièce et sur place à Bercy. C'est l'article 57 de la LOLF qui a été porté par le ministre Lambert. C'est lui qui a donné ce pouvoir aux parlementaires, en tout cas aux rapporteurs généraux et au président des commissions des finances. Et je rappelle que c'est du risque pénal. C'est-à-dire que si on n'a pas les données, c'est du risque pénal. Voilà. Ça, c'est lui. Donc on ne peut pas dire que la LOLF n'a pas donné... la LOLF, c'est un incroyable outil. Après, la manière dont il peut être dévoyé, c'est qu'effectivement, quand on regarde dans les indicateurs, trop d'indicateurs tuent les indicateurs. Enfin, quand vous avez... je ne vais pas tous les citer, mais enfin, il y a des choses... qui paraissent parfois étonnantes dans la manière dont on fixe les objectifs. Et ça, ce n'est pas la faute de la LOLF, c'est la faute de celles et ceux qui ne se reposent pas la question de l'objectif qu'on veut donner. Et c'est pour ça que, vraiment, je trouve que le rapport de France Stratégie que nous avons découvert aujourd'hui est extrêmement précieux, et j'en parlais, que j'ai lu avec Jean Pisani-Ferry tout à l'heure, le graphe de la page 27, qui montre l'analyse qui a été faite sur les choix publics, est extrêmement... c'est une petite bombinette, ce graphe, parce que ça montre que la France est dernière des pays en termes de choix d'action publique.
notamment en comparaison de tous les autres pays européens. Ça veut dire qu'on a les outils, et ça c'est effectivement le ministre Lambert avec aussi Didier Migaud qui ont porté cette réforme-là, mais des outils ne servent avec efficacité que si on fixe l'objectif. Et le graphe de la page 27, que voilà, vous avez tous dans votre... Oui, je vais te le donner. Ah oui, il est là. Il est terrible, terrible. C'est un indicateur de sélectivité. Je trouve que voilà, c'est triste pour nous, mais ça appelle évidemment au rebond sur les choix. Alors sur les choix, justement, oui, et en plus des graphes, les phrases sont aussi directes dans le rapport de mais France j'aime bien Stratégie. les graphes, effectivement. Donc voilà, on ne se refait pas sur... Voilà. Je trouve qu'un bon graphe ou un bon graphique vaut parfois mieux que... Effectivement. C'est la France tout au bout à droite, c'est pas terrible. Et c'est accompagné effectivement de tout un argumentaire qui dit que la France n'a pas fait ces choix indispensables, effectivement, et qui sont à faire, et qu'il faut aussi, sur la notion d'objectif, c'est une des recommandations du rapport de France Stratégie, d'écrire des missions explicites pour les administrations. Oui, mais comme l'a très bien en introduction Madame Idrac a rappelé que le rapport proposait 2 visions, 5 objectifs et 3 leviers, ou je ne sais plus quel est le terme utilisé. Voilà, 5 leviers pour y parvenir. Je pense qu'il faut que le politique se positionne sur les objectifs et ne veuille pas intervenir sur tous les sujets de moyens. Or, le débat économique tourne beaucoup autour des moyens et moins autour des objectifs, parce qu'effectivement, se mettre d'accord sur un objectif qui peut être tranché par une élection, bon, voilà, une fois qu'il est tranché par une élection, c'est très bien, mais se mettre d'accord autour des objectifs, c'est beaucoup plus difficile. La fois où on y est le plus arrivé, c'était, allez, je vais remonter très loin, en 1946 avec le plan Monnet, qui est un petit bijou, ce plan Monnet. En termes de business plan, je mets au défi de grandes multinationales d'arriver à écrire un business plan aussi clair. C'est on n'a rien, on n'a pas d'argent, le pays est détruit, il y a eu beaucoup de morts, et on fait 5 choix. On n'en fait pas 6, on en fait 5. Et arriver à mettre tout le monde d'accord sur 5 choix, les syndicats, le patronat, les politiques, tout ce que vous voulez, c'est exceptionnel. Alors qu'on vit avec le plan Marshall, c'est-à-dire qu'on va chercher l'argent ailleurs, et on décolle au bout de 3-4 ans. Voilà. Et donc, cet effort-là de dire aujourd'hui, si on fixe 5 objectifs, ce qui, vous allez me dire, on fait de l'investissement, on peut avoir différentes choses, mais pour que le progrès soit porté, pour qu'il soit vraiment incarné, on ne peut pas le disséminer autour de plusieurs objectifs. Je crois que 5, Monnet était un génie là-dessus. Il n'était pas tout seul, mais enfin, il était quand même un génie. Et quand on regarde ce business plan, je pense qu'il y a peu de multinationales qui sont capables d'en écrire un aussi beau que le plan de 46. Alors il y a les objectifs, il y a les moyens, effectivement. Il y a aussi la définition claire des rôles de chacun. Et alors sur ce point, justement, Anne-Marie Idrac intervenait et prenait un peu à partie Monsieur Landau. Monsieur Landau, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu en quoi votre vision, justement, diffère, parce que le rapport de France Stratégie dit, dans les 10 ans, on n'échappera pas à une nouvelle étape de décentralisation, de questionnement sur les compétences du paysage institutionnel. Je vais partir un petit peu en amont, si vous le permettez. Et la première chose que je voudrais dire en termes de gouvernance, de redevabilité, de fonctionnement, c'est que les tâches d'administration deviennent de plus en plus complexes. Et que donc les qualités qui sont exigées de ceux qui les exercent deviennent de plus en plus nombreuses et parfois contradictoires. Donc aujourd'hui, pour être un bon fonctionnaire ou un bon spécialiste des affaires publiques à tous les niveaux, il faut être à la fois beaucoup plus compétent techniquement qu'on ne pouvait l'être il y a 20 ou 30 ans, parce qu'on est confronté à des sujets de haute technicité. Il faut être à la fois un parfait communicant, il faut être, la ministre l'a dit, un grand manager, il faut être un bon négociateur, et il faut avoir une certaine empathie avec les usagers. Et donc, je crois qu'il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, exercer l'action publique, ça nécessite un mix de compétences beaucoup plus étendu, beaucoup plus difficile, y compris dans des matières très très techniques. Et peut-être ce à quoi on n'a pas tout à fait assez réfléchi, c'est la formation de l'ensemble de nous tous à des domaines à la fois fondamentaux et spécialisés. Et on a peut-être un peu trop privilégié dans la période récente une certaine proximité avec des réalités quotidiennes par rapport à une formation fondamentale. Je crois qu'il y a une vraie question de formation fondamentale. Ça m'amène à mon deuxième point, qui est le recrutement et la formation des fonctionnaires.
Il est dit des choses sur les cabinets ministériels, sur les nominations. Moi, ça ne me choque pas. Je n'ai jamais été choqué par le système des emplois supérieurs tel qu'il existe en France. Je trouve que c'est le droit du gouvernement de choisir les directeurs d'administration centrale de manière discrétionnaire, de choisir les préfets de manière discrétionnaire et de choisir les ambassadeurs de manière discrétionnaire. Ce qui me choque, c'est que maintenant, on voit petit à petit se fragiliser le système de recrutement par concours d'excellence et par anonymat. Et ça, je trouve que c'est une des grandes traditions de la République qui est en train de s'affaiblir, qui est en train de s'effriter. Nos concours administratifs sont critiqués, ils reproduisent parfois les déformations sociales de l'enseignement secondaire, de l'enseignement primaire, ils ne sont pas totalement démocratiques, mais il faut faire très attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et quand j'entends certains très hauts responsables politiques dire c'est aux administrations de choisir leurs collaborateurs et pas aux fonctionnaires de choisir leur administration, ça s'appelle un mot, ça porte un nom, c'est la cooptation. Je pense qu'un des grands progrès de la fonction publique française, c'est sa neutralité, en même temps que sa compétence. Je crois qu'il faut chercher à préserver ça. Et puis, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est parfaitement conciliable le fait qu'on n'ait pas un emploi à vie. Je ne défends pas l'emploi à vie. On peut avoir des concours interministériels anonymes qui donnent accès à différents grades ou différentes étapes successives de la carrière et qui, à chaque fois, font entrer des forces nouvelles dans l'administration. Donc, le recrutement sur concours anonyme et l'emploi à vie, ce sont deux choses différentes. Et puis, il faut des efforts de formation, évidemment, notamment continus, permanents, très très forts et beaucoup plus importants que ce qu'on a maintenant. On l'a dit, nous allons être confrontés à des changements technologiques majeurs dans tous les secteurs de la vie sociale et économique, notamment dans les secteurs publics. Ce sera très intéressant. Il y a un enjeu de savoir, par exemple, comment le système d'éducation va s'adapter à l'enseignement online. Et il y a des scénarios catastrophes où tout est bloqué. Il y a des scénarios de dissociation où l'essentiel de l'enseignement online se fait en dehors de l'éducation nationale. Et puis il y a un scénario optimal où, au contraire, les qualités naturelles des enseignants trouvent à s'exprimer dans un nouveau modèle technologique. Ça ne me paraît pas du tout gagné, mais je crois que c'est très très important de bien réfléchir à toutes ces dimensions. Et puis j'en viens au sujet sur lequel la ministre m'a un peu interpellé, qui est la question des institutions. Je crois que c'est peut-être un des points sur lequel le rapport est un tout petit peu timide, parce qu'évidemment c'est un sujet compliqué. Alors il est à la fois très innovateur sur un point et très timide sur un autre. Alors je vais commencer par l'élément de timidité. Il est très timide, je pense, sur l'organisation territoriale. Personnellement, je crois que tout le monde le voit, on est entré, et je pense les agents publics supportent une partie des critiques qui sont en fait adressées à l'organisation territoriale. Et quand le ministre Lambert vient de parler de la réunification de l'action publique, je soupçonne qu'en partie, et venant de lui c'est particulièrement important parce que ça n'a jamais été un jacobin, je pense qu'une partie est en fait une façon de dire que notre administration territoriale ne fonctionne plus. Donc il faut vraiment se redemander, enfin notre système nos divers niveaux d'administration. C'est vrai d'ailleurs au niveau européen. Clairement, les institutions européennes ne fonctionnent pas. On a toute une littérature qui montre que la qualité des institutions est un déterminant fondamental de la performance économique et sociale. On ne peut pas éliminer ce débat. On peut avoir les diverses opinions qu'on peut avoir. J'en soumettrai deux. Je pense qu'on n'a pas assez réfléchi à ce que 60 millions d'habitants dans un monde de 2 milliards, quelle est la bonne organisation ? Et elle n'implique pas forcément, à mon avis, une décentralisation élevée, notamment dans les domaines économiques. On n'a pas réfléchi à ce que sont les aires géographiques optimales par type de politique. Je suis toujours surpris, moi, que les politiques de l'emploi soient traitées au niveau national, alors que très souvent, ce sont des problèmes régionaux et que les régions n'ont pratiquement aucune compétence en matière d'emploi. On n'a pas assez réfléchi à ce que sont les unités économiques pertinentes. Je m'excuse, je vais critiquer un tout petit peu le Parlement. Je suis un peu triste de voir que la notion de métropole, qui est sans arrêt poussée par le gouvernement, notamment à propos de la région parisienne, qui est à mon avis l'entité économique pertinente dans le monde dans lequel on vit, que cette notion soit en permanence affaiblie dans le débat parlementaire, pour des raisons que je peux comprendre, pas tellement d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Mais voilà. Donc la question institutionnelle, en France aujourd'hui, elle ne peut pas être évacuée, et je pense que les fonctionnaires portent tous le poids de cette inefficacité dans l'organisation institutionnelle qu'on leur impose. Il y a un point sur lequel le rapport est très novateur et qui est le point des agences indépendantes. Et Mme Rabault vient d'y faire allusion. Je crois que c'est le grand sujet de demain. Le grand sujet de demain. Et l'articulation entre l'objectif et les moyens, c'est en termes économiques la définition de bons rapports d'agence.
il y a, puisque tout le monde a cité le rapport, en bas de la page 57, il y a les 7 conditions pour un bon fonctionnement d'une agence indépendante que je n'ai jamais trouvées nulle part, qui sont, à mon avis, extraordinairement bien vues et extraordinairement bien développées. Et le bon moyen d'avenir, à tous les niveaux, me semble-t-il, le bon moyen de concilier l'exercice de compétences techniques qui vont être de plus en plus importantes. Ça n'est pas au ministre de décider quels sont les médicaments qu'on va nous proposer. Ça n'est pas au ministre de décider, comme aujourd'hui, quels sont les fromages que nous sommes autorisés à consommer ou non pour des raisons de sécurité sanitaire. Ça n'est pas au ministre de décider si l'on doit avoir tel stock de vaccins ou tel autre. Ça, ce sont les experts qui le décident. Mais en même temps, c'est au ministre et au Parlement de nous dire à quels objectifs généraux de santé, de sécurité, d'environnement les experts doivent satisfaire. Ça nécessite l'établissement d'un rapport d'agence, c'est très sophistiqué, c'est très important. Pour moi, ce sont les formes modernes de gouvernance, de rapport entre le politique et le technique. Je suis très très heureux que le rapport qui nous est soumis ait esquissé quelques pistes très importantes dans cette direction. Pardon. Merci Monsieur Landau. Alors vous parliez, peut-être qu'on peut faire le lien avec Jocelyne Cabanal sur la question du management et de la pression qui s'exerce sur les agents aussi, et de la difficulté aujourd'hui pour les agents de se situer dans cette transformation-là. Oui. Eh bien, écoutez, peut-être un mot de réaction effectivement sur la question des agents. Donc, les agents de la fonction publique, ça a été évoqué dans la table ronde précédente, sont en ce moment un petit peu déstabilisés pour un certain nombre d'éléments. Parce que pour eux, l'action publique, quand on les écoute, ils nous disent qu'elle est moins bien qu'avant, en fait. Donc une nostalgie par rapport à avant, une nostalgie aussi par rapport à ce que la fonction publique pourrait être. Et puis surtout, ils nous expriment un vrai regret par rapport à ce que la fonction publique devrait être. Ce qui peut être interprété de deux façons. Soit on le considère comme finalement l'intention des agents de ne pas bouger, on parle du statut comme étant quelque chose de bloquant, ou au contraire une opportunité fantastique de réformer et de dire l'envie de changement que les agents ont d'une fonction publique qui réponde au sens et aux attentes qu'ils arrivent à concevoir et pour lesquelles ils se sont engagés dans cette fonction publique. Donc oui, il y a un véritable désir de changement. Et ce désir de changement, il rencontre en même temps l'insatisfaction que les usagers peuvent avoir à une action publique qui ne répond pas forcément à leurs besoins. Très souvent, les usagers au guichet, ils viennent s'entendre dire que non, c'est pas pour eux, que leurs besoins particuliers, on n'y répond pas. Et il y a besoin donc de réformer l'action publique, sauf que actuellement, on a l'impression que tous les leviers sont bloqués. Donc le rapport est intéressant parce qu'il propose des voies, mais en même temps, je pense qu'il faut ouvrir la voie en fait du management du changement. Donc on a vu un certain nombre de qualités qui sont exigées des managers en termes de formation, en termes de compétences. Et en fait, dans l'adaptabilité permanente qu'on va demander au service public, alors il faut travailler sur comment on change, avec quels outils. Donc il y a la GPEC territoriale et la GPEC aussi à mettre en œuvre dans la fonction publique. Quelles compétences demain pour quel service? Il y a aussi la façon de faire de cette GPEC quelque chose de partagé, où va se discuter en fait par rapport au service public de demain les besoins de changement et la trajectoire sur lesquels on va avancer. Et puis il y a aussi besoin d'avoir une véritable qualité de dialogue social professionnel, c'est-à-dire dans l'exercice de leur mission, comment les agents sont en capacité de dire ce qu'il va, ce qui ne va pas, et comment on pourrait le changer. Très souvent, on a finalement des évaluations, et je pense que la méthode d'évaluation par indicateur, et qui se transforme bien souvent en reporting, donc on remplit les indicateurs pour faire plaisir aux indicateurs qui vont être agrégés et qui vont peut-être se terminer en LOLF. Mais en même temps, dans ces indicateurs, ils permettent de rendre compte sur un certain nombre d'éléments, mais pas forcément de se rendre compte. Et ce que disait Madame Idrac sur la capacité et la nécessité que les managers, et notamment les managers intermédiaires, soient en capacité d'avoir de l'autonomie, d'être en capacité de s'adapter, d'être suffisamment responsabilisés pour permettre le changement, il nous semble que c'est une voie importante pour arriver à faire évoluer l'action publique. Je voudrais réagir aussi quand même sur la question qui a été évoquée de la personnalisation en fait, des services publics. Donc c'est dit de façon à la fois intéressante parce qu'on sait bien et individuellement on a tous envie d'avoir un service personnalisé. On sait bien aussi que les besoins ne sont pas tous les mêmes et que donc chacun a besoin d'avoir un service qui lui soit adapté. Et puis se pose la question quand même de l'égalité et puis de cette segmentation.
Si on prend l'exemple et l'analogie des transports, on voit bien que par moment, il y a une première classe et il y a une deuxième classe. Quand on est dans les transports, ça se voit bien, c'est marqué sur la voiture. Quand on va parfois dans certains services publics, ça se voit bien également lorsqu'on fait la queue pour avoir son RSA ou pour avoir ses papiers en préfecture. Comment ça se passe dès lors qu'on segmente les services publics et que ça ne se voit pas toujours? Je prends l'exemple du numérique. Lorsque vous vous connectez sur un service public et que vous avez finalement une personnalisation de ce service, à quel moment ça va être discuté? Vous êtes tout seul dans un environnement où vous n'avez finalement plus de vision de comment sont traités les autres. Donc qui va être dans la gouvernance? Qui va réguler? Qui va vérifier que le débit qui va être alloué à tel ou tel demandeur ou besoin va être finalement établi? Et se pose aussi la question de l'émancipation. Est-ce qu'on va savoir dans quelle classe on est? Où est-ce que ça se discute? Est-ce que moi j'aurai la possibilité d'aller dans un parcours personnalisé ou pas? Et à quel moment je saurai que la politique qui s'applique sur moi est particulière ou pas? Donc on voit qu'autour de cette notion finalement de segmentation du besoin de l'usager se trouve une exigence démocratique extrêmement importante à poser et qu'il va falloir ouvrir. Donc ça nous amène à nous dire, mais où va-t-on discuter, dans quel lieu et dans quel temps de ce service public et de la façon dont il évolue? Donc bien sûr, le politique doit prendre ses responsabilités. Il y a un certain nombre d'éléments qui doivent se discuter, effectivement, qui doivent être impulsés par le gouvernement et par le politique, discutés au Parlement, mais il nous semble qu'il y a de la place pour une démocratie participative de proximité et des lieux de régulation locaux où on va finalement pouvoir discuter des services publics et de la façon dont on personnalise ou pas, et où on va discuter finalement le consentement collectif à choisir ou pas telle segmentation et telle priorité. Merci Jocelyne Cabanel. Maintenant la parole, le dernier intervenant, Nicolas Jacquet. Vous êtes vice-président de la commission efficience de la sphère publique au MEDEF. Alors, en tant que vice-président de cette commission, comment vous prenez les conclusions de ce rapport et ce qui vient d'être dit là? Bon, j'ai l'impression que je suis dans une position pas très facile, parce que quand on représente les entreprises pour parler de la réforme de la sphère publique, on est assez facilement taxé de vouloir soit mettre l'argent partout, soit pousser un libéralisme à l'extrême, externaliser l'action publique. Alors, juste pour me rendre un tout petit peu plus sympathique, je vais quand même préciser que j'ai été 25 ans dans la fonction publique, comme préfet, comme délégué à l'aménagement du territoire, et 15 ans, effectivement, en entreprise. Donc, je vais essayer de ne pas être trop caricatural. En tout cas, je suis moi-même très rassuré, parce que quand je vois la qualité des intervenantes et intervenants autour de cette table ronde, et en même temps leur volonté de faire bouger les choses, cela me donne du baume au cœur. Même si on peut se demander si le bouchon est poussé suffisamment loin. Et je voudrais essayer d'évoquer trois sujets. Un, la nécessité d'une prise de conscience de la réforme de l'action publique, parce que je pense qu'elle n'est pas là, cette prise de conscience. Deux, l'ambition de cette réforme, et je crains qu'elle ne soit pas là. Et trois, la méthode, et je crois que tout ce qu'il y a dans le rapport qui a été présenté contient les éléments, effectivement, de la méthode. Alors, je reviens un peu là-dessus. Vous avez noté que la commission de dirigeants d'entreprise dans laquelle je suis s'appelle pas efficacité de l'action publique, mais efficience. Et c'est vrai que le rapport serait non pas pour une action publique plus efficace, mais pour une action publique plus efficace et plus économe, c'est-à-dire plus efficiente, j'aurais peut-être préféré. Fondamentalement, dans une entreprise, baisser les dépenses ou les augmenter n'est pas un gros mot. Modifier profondément son plan de charge, voire même son outil de travail, voire même les horaires de travail, voire même l'organisation du travail, n'est pas du tout un gros mot. Et j'ai parfois un peu le sentiment que quand on essaie de faire bouger dans la sphère publique
ces éléments-là, eh bien, on a énormément de mal à trouver le consensus. Et donc, je voudrais plaider pour un constat partagé qui, j'ai ce sentiment-là, hein, dans ma diversité personnelle, constat partagé qui aujourd'hui n'est pas au rendez-vous. Cette prise de conscience, je salue Monsieur le ministre qui vient d'arriver, cette prise de conscience, elle porte bien évidemment sur le coût de la dépense publique, le montant de la dépense publique. Alors, il y a les 1200 milliards, il y a les 57%. Alors, certains même contestent le fait que ça soit un problème d'être à 57% de dépenses publiques. Imaginons dans un budget personnel ce que représenterait le pourcentage de dette publique que nous avons dans notre pays, le pourcentage, comment dirais-je, de prélèvement obligatoire, avant même de pouvoir s'intéresser à son logement, à sa nourriture, à ses enfants ou autres. C'est un vrai sujet. Il y a une ambition, il faut la saluer, de réaliser 50 milliards d'économies. Nous pensons, les entreprises pensent qu'il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin et beaucoup, beaucoup plus vite. Mais juste à titre d'exemple, la dérive naturelle des comptes est de l'ordre de 20 milliards par an, sous votre contrôle, Madame la rapporteure générale. 20 milliards, ça veut dire que 50, c'est à peine le double. Ça veut dire que ce que l'on va grignoter va être très, très, très faible. Hein, et c'est en plusieurs années. Ayez en tête qu'à aujourd'hui, le poids de la dette publique, hein, je crois, enfin le remboursement annuel, il est de l'ordre de 80 milliards. Hein, pour 1% de taux d'intérêt, je schématise. Hein. Imaginez ce qui va se passer quand un jour ou l'autre, nous allons passer à 2%, à 3% ou à 5%, chose que nous avons vécue il y a finalement très très peu de temps. Hein. 5%, 80 milliards, ça fait 400 milliards. Comment on fait ? Donc, il est fondamental que les uns et les autres, de façon parfaitement calme et raisonnée, nous parlions de cela de façon très tranquille. Il faut cette prise de conscience de la nécessité d'une réforme de la sphère publique, bien évidemment pour qu'elle soit plus efficace, mais aussi pour qu'elle soit plus économe. Le deuxième point, c'est l'ambition. Pardon, je ne voudrais surtout pas faire un jeu de mots, c'était pas du tout mon intention. Mais il faut que nous passions, grosso modo, de la culture du rabot à la culture de la réingénierie. La culture du rabot, monsieur le ministre Lambert me le confirmera, peut-être, mais c'est vrai que tout gouvernement confondu, depuis des années et des années et des années, on lime la dépense, parfois jusqu'à l'os, et on atteint éventuellement même l'os, et ce qu'il manque, c'est effectivement la réingénierie. Quand une entreprise va mal, eh bien, elle se pose des questions fondamentales. Elle se dit, eh bien, sur mes 3 usines, je vends moins de produits, il va falloir que j'en ferme une des 3. On va se dire, eh bien, voilà, on va changer le produit. Hein, puisque le produit ne correspond plus aux attentes, eh bien, celui-là, on va l'abandonner et on va partir sur autre chose. Je sais pas, je pense au numérique, à titre d'exemple. Mais cette nécessité de la réingénierie, à mon avis, c'est peut-être l'élément clé de la réforme de l'action publique, c'est-à-dire sur tout sujet, sur toute chose, se dire comment est-ce qu'on pourrait conduire une action de réingénierie et pas simplement de rabotage, en quelque sorte, de la dépense, sans jamais toucher au cœur même des choses. Et la principale critique que je ferai, notamment aux différents outils qui ont été développés pour réduire la dépense publique, c'est de ne jamais avoir attaqué le cœur des choses, c'est-à-dire les politiques elles-mêmes, les structures elles-mêmes, pour rester en quelque sorte à la partie superficielle. Et puis le troisième point, c'est bien évidemment la méthode. La méthode, c'est quelque chose qui est tout à fait évident. Tout ce que j'ai lu dans le rapport me semble tout à fait excellent. C'est vrai que dans une entreprise, il faut quelqu'un de responsable.
j'entendais à la radio ces derniers jours quelqu'un qui évoquait un débat entre nos dirigeants, je ne sais pas de quel moment, il y a plusieurs années ou plus récemment, et Mme Merkel, le président de la République de l'époque disant « mais faites taire votre ministre, il dit des choses qui ne correspondent pas à nos discussions ». Et Mme Merkel a dit « ah ben je ne peux pas faire taire mon ministre parce que mon ministre, il est pleinement responsable. C'est lui qui décide, il est maître de sa parole et il est maître de son action. » C'est peut-être un problème de notre pays, hein, c'est-à-dire que si chaque ministre était pleinement responsable et en même temps jugé sur ses résultats, pas sur les dépenses qu'il va engager, mais sur l'efficience de l'action publique, mais je pense que ça serait bien. C'est vrai que, Madame la rapporteure générale, j'ai cru comprendre que notre Parlement passe beaucoup plus de temps à débattre de la dépense future, voire des recettes, plus que l'analyse de l'efficience de l'action publique sur l'année écoulée, contrairement à nos pays voisins, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, qui passent un temps considérable à apprécier l'efficience de l'action publique, ministère par ministère. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais en fait, vous voyez qu'il y a de l'espoir. Je suis convaincu qu'il y a effectivement de l'espoir, il y a une vraie volonté, mais je crois qu'il faut mieux faire partager l'ambition et il faut muscler encore l'ambition. Merci beaucoup. Alors, je vous propose maintenant de passer à la séance d'échange avec la salle. Monsieur Lambert, Monsieur le ministre, vous souhaitez... Je voudrais simplement vous dire que vous m'avez eu, parce que vous m'avez proposé de réagir à la présentation d'Anne-Marie Idrac. Vous m'avez donné 30 secondes. Alors, tous les intervenants ont pu dérouler ce qu'ils avaient à dire. Je trouve que vous n'avez pas été équitable. Alors, avant de passer à la séquence d'échange... Je voudrais simplement, pour réagir à ce que disait d'ailleurs... Nicolas Jacquet, c'est un paradoxe que ce soit moi qui ne suis pas d'accord avec lui alors que je suis plutôt qualifié de libéral dans le monde politique. Mais Nicolas, je pense qu'avoir une ambition supérieure à la stabilisation en valeur de la dépense publique de fonctionnement pendant 5 ans ne me semblerait pas réalisable. Je le dis comme je le pense. En même temps, nous aurions dû avoir depuis longtemps cette ambition d'une stabilisation en valeur des dépenses de fonctionnement de la sphère publique toutes à pu pendant 5 ans. Deuxième chose, je voudrais dire qu'un des motifs de nos difficultés est le droit qui régit le fonctionnement public. Et je salue à mon tour la présence de Thierry Mandon, il connaît mon antienne sur le sujet. Le droit qui régit l'action publique n'est plus utilisable. Ce droit est source de difficultés, il détruit de la confiance au lieu d'en nouer. Il n'est plus possible de fonctionner avec ce droit. Il est kafkaïen, il fait peur aux agents, et lorsque je lis la question, le concept de redevabilité, je me suis posé la question de savoir s'il était comparable au concept que les Canadiens ont mis en place et qui est celui de... Alors je le cherche, puisque vous ne m'avez pas permis tout à l'heure de développer mes idées, je l'ai déjà perdu, donc ça va me revenir. Je voudrais vous dire que le système canadien a l'avantage d'offrir une sorte de traçabilité de la décision entre la décision politique et la décision administrative. C'est le concept d'imputabilité. Pardonnez-moi de l'avoir oublié. Imputabilité, comparé à celui de redevabilité, c'est probablement le même concept. L'immense avantage qu'on y trouve, c'est qu'on sait qui a décidé. S'il s'agit d'une décision politique, on sait même, à l'intérieur de la sphère publique, qui a décidé. Est-ce que c'est la présidence de la République? Est-ce que c'est Matignon? Est-ce que c'est le ministre? Lorsque nous sommes dans la sphère administrative, est-ce que c'est le directeur général de l'administration? Est-ce que c'est le responsable de programme? C'est quelque chose de très important. Et ceci résout un autre sujet, qui est celui de la responsabilité des fonctionnaires. La responsabilité des fonctionnaires inhibe la bonne gestion publique. Chacun a peur de se retrouver avec une mise en cause de sa responsabilité. L'avantage de l'imputabilité, c'est que ça n'est pas une notion
de responsabilité, ce n'est pas une notion de culpabilité, c'est tout simplement la revendication d'avoir soi-même, dans la chaîne de la décision, assumé la décision. Et ceci nous permet de reboucler à ce que je vous disais tout à l'heure. Dès lors que notre droit est devenu inapplicable et que dans certains cas, il vous conduit à prendre la plus mauvaise décision de gestion possible, au motif que celle-ci va être régulière, elle va être stupide d'un point de vue financier, d'un point de vue du service aux usagers, mais au moins elle est régulière, elle est conforme à la règle. Eh bien, le système d'imputabilité ne bougeait pas. Le système d'imputabilité a cet avantage, c'est que si la règle n'a pas été suivie à la lettre, celui qui décide de ne pas la suivre à la lettre, généralement c'est entouré d'un avis, soit d'un supérieur, soit d'un collègue, et dans l'imputabilité indique les raisons pour lesquelles il n'a pas cru devoir appliquer la règle dans sa lettre au motif qu'elle aboutissait à un résultat contraire à l'intérêt général. Je crois vraiment que nous disposons d'outils, et ces outils, faut les utiliser. Et je termine par là, et c'était un petit peu Je souhaitais solliciter Valérie Rabault pour lui dire que, après tout, nous avons, avec Didier Migaud, avec Florence Parly, au moment où elle était au gouvernement, lorsque nous avons pu faire aboutir la LOLF, nous avons eu le sentiment de rendre la classe politique un peu plus intelligente qu'elle n'avait été avant. C'est-à-dire que nous avions deux majorités différentes dans les deux assemblées et que l'intérêt général pouvait de temps en temps se réaliser sous forme de loi organique. Eh bien, il faut le faire. Nous sommes dans une démocratie qui est à l'épreuve et nous devons, en matière d'amélioration de l'action publique, nous devons trouver des solutions de consensus. Les bonnes solutions ne sont pas obligatoirement de gauche ou de droite, ce sont des solutions de raison et ce sont des solutions de bon sens. Eh bien, je vous en prie, que votre génération s'y engage. Et vous verrez que le bénéfice, entre guillemets, politique, parce que ne soyons pas naïfs, tout le monde y réfléchit quand même, le bénéfice politique sera partageable entre les différentes sensibilités républicaines. Il est grand temps de le faire, à défaut de quoi nous aurions tout perdu, y compris l'honneur, ce qui serait grave. Merci. Et c'était effectivement important de vous laisser la parole sur ces mots. On va passer 2 micros dans la salle pour passer aux questions. Alors, on a une question à droite et là-bas. Allez-y, monsieur. On fera la deuxième juste après. Oui, alors, je me présente, Philippe Sec, ancien directeur des prestations familiales et des directions des relations internationales à la CNAF. Je rebondis immédiatement sur la notion de bon sens. Et je rebondis sur ce qui a été dit ce matin sur le sens, et en partie sur décision et experts. En termes de management, notre complexité, même si elle est absorbée largement par les nouveaux outils, le numérique, pose problème de management dans les services publics. Parce que je vais faire une comparaison toute bête, vous n'avez pas besoin de connaître tous les circuits qui se passent dans un poste de télévision. Vous avez besoin, par contre, d'actionner les bons boutons. Mais quel est le sens? Et trop souvent, désormais, dans les services publics, et là je rejoins Madame de la CFDT sur le management intermédiaire, on demande la production, mais il y a un fort déficit sur le sens des actions à conduire et sur les réformes qui se font. Ce qui fait que je suis au désespoir parfois que même dans les chaînes d'information avec débat, etc., il y a une perte de connaissance des dossiers, de sens d'une réforme. Alors, comprenez ce que vivent ceux qui produisent et qui appliquent et qui sont les agents du service public. Donc, je redis, OK, sens, OK, expertise, etc., mais en termes de management, vous ne pouvez pas dissocier les deux.
excusez-moi, ce n'était pas une question, mais un rebond par rapport à l'excellente journée et puis l'excellent rapport. C'est pas de la flagornerie, mais qui a été présenté. Merci beaucoup. Une réaction avant de passer à la deuxième question. On va peut-être prendre tout de suite la deuxième question. Oui, monsieur. Oui, très bien. Bonjour, messieurs les ministres, madame la ministre, monsieur le commissaire général, madame la députée, monsieur le doyen, mesdames, messieurs sans titre. Je suis secrétaire général adjoint au Conseil général de l'Essonne. Moi, je suis un produit de ce qu'on a pu créer dans l'action publique depuis des années. J'espère ne pas l'être pour trop longtemps non plus. Enfin, fonctionnaire peut-être, mais produit en tout cas d'une forme de service public peut-être un peu à l'ancienne, c'est-à-dire IEP, grande école du service public, tout ça. Moi, j'avais une question. On a beaucoup parlé, on a tourné autour d'une question de changement paradigmatique là depuis ce matin. Redistribution du pouvoir vis-à-vis des usagers, des citoyens, en interne, une forme de management participatif dont a pu parler Madame la Ministre. Voilà. Moi, ma question, c'est pas tant est-ce que c'est nécessaire ou pas, c'est sûr que c'est nécessaire. La question, c'est plutôt comment rend-on possible ce qui est nécessaire. Voilà, c'est une petite question que je voulais vous poser. Qui souhaite réagir? Jocelyne Cabanel, peut-être, sur ces questions de participation? Bien. Effectivement, au niveau des organisations syndicales, c'est vrai qu'on place le dialogue social comme la méthode où on va pouvoir se mettre autour de la table, dire les difficultés, dire les objectifs et travailler ensemble sur les compromis qui vont permettre d'avancer. Donc c'est vrai pour le dialogue social syndical, mais c'est vrai aussi pour le dialogue social professionnel. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de trouver les espaces d'expression où les salariés vont être aussi en capacité de négocier avec leur manager directement les conditions du travail et la façon dont ça se réalise. Donc il me semble que c'est un objectif extrêmement fort. Par ailleurs, ça veut dire aussi laisser tomber certains dogmes. Et je vous écoutais tout à l'heure, effectivement, c'est intéressant d'être dans la maîtrise de la dépense publique, mais en même temps, il faut être aussi en capacité de la réingénierer s'il le faut, mais par moments aussi de dépenser plus dans les périodes de changement s'il faut arriver à réformer, de dépenser plus aussi si c'est nécessaire. Je prends l'exemple, par exemple, soit de la LOLF où on a une asymétrie, une fongibilité asymétrique qui fait que l'objectif est toujours de diminuer sur certaines lignes la masse salariale, alors qu'on peut être amené, logiquement, par moment, si le besoin augmente, à la réaugmenter. Je pense au CARSAT où on n'arrive plus à liquider les retraites en certains lieux. Quelle capacité est donnée aux agents malgré une COG stricte de redire on a besoin de plus de monde à cet endroit et on va être en capacité de réorganiser en fait l'action publique pour livrer finalement le bon droit juste à temps. Donc il me semble que ça c'est quelque chose de vraiment impératif. Et puis ensuite, sur la capacité de changer les agents, je pense qu'il y a aussi une question de confiance à créer dans la parole publique et de confiance aussi liée à la proximité. On ne peut pas avoir effectivement un management toujours national, le dialogue social ne peut pas s'organiser toujours nationalement. Quelle capacité d'engagement aussi dans la fonction publique d'État pour avoir un dialogue social au plus près finalement de là où se produit le travail. Valérie Rabault, vous souhaitez réagir aussi, Madame la Ministre? Sur ce point-là, je pense que c'est effectivement une des questions clés pour l'action publique. Monsieur l'a dit, effectivement, appliquer la loi avec discernement, et ça a été dit aussi par Monsieur le ministre Lambert. Et je crois que cette capacité-là, alors vu de l'extérieur, moi je n'ai jamais travaillé dans la fonction publique, donc forcément un regard extérieur. Ce qui me frappe, c'est que à un moment donné, la fonction publique a été celle qui a pris des risques. Alors que ce soit la fonction publique d'État ou, comme vous le disiez, dans un conseil général. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le fond, elle prend moins de risques? Je vais prendre un exemple. Je ne suis pas certaine qu'à l'heure où nous parlons, on aurait construit le pont de l'île de Ré, qui a toujours le temps de record de construction en termes de béton et de performance. Bon, tout ça, c'est des réalités qui ont été portées par la fonction publique parce qu'il y avait des fonctionnaires, des gens qui étaient capables de prendre ce risque, sans que ça remonte jusqu'au ministre. Bon, en l'occurrence, là, c'était remonté au ministre, mais ça ne remontait pas quand même toujours au ministre. Et cette capacité-là, vue de l'extérieur, mais peut-être me trompe-je, cette capacité-là, j'ai l'impression qu'on l'a perdue dans les différents rouages, cette prise de risque. Parce que être fonctionnaire, ça ne veut pas dire ne pas prendre des risques, le risque collectif que notre société a besoin de prendre. Alors,
Est-ce que ça vient des recrutements? Est-ce que ça vient du management, comme l'a dit la ministre Idrac tout à l'heure? Est-ce que ça vient du manque d'objectifs qui est porté? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu une combinaison des trois quand même. Dans le sens où quand on regarde du point de vue par exemple de la DDE qui n'existait plus, puis les DDT, puis il y a quand même à un moment donné la fonction publique a réduit sur ses compétences là-dessus, ce qui fait que vous avez peut-être moins d'ingénieurs ou de techniciens qui rentrent aussi dans la fonction publique, et que cette capacité technique qui est quand même indispensable si on veut prendre des risques, s'amenuisant, fait qu'au résultat, ce qu'a dit le ministre Lambert tout à l'heure, il vaut mieux se réfugier derrière le droit, comme ça on est sûr de ne jamais avoir tort, même si pour autant on sait que ce ne sera pas la solution la plus efficiente ou la plus efficace économiquement. Et cette révolution-là, à mettre en marche, si on veut inverser la tendance, elle passe effectivement par ce que vous disiez tout à l'heure en introduction sur le management. C'est-à-dire, alors on peut reprendre l'imputabilité de nos amis canadiens, et ça passe aussi sans doute, on voit que la France manque peut-être d'ingénieurs ou de scientifiques, peut-être que certains vont moins dans la fonction publique qu'ils n'y allaient avant, ce qui est vrai, mais du coup peut-être qu'il faut repenser aussi ce mode de recrutement-là pour qu'il y ait dans la fonction publique des personnes qui puissent être en capacité de prendre ces risques. Parce qu'une société qui ne prend plus de risques, on sait que... Et je le dis souvent parce que je suis extrêmement contrariée que le principe de précaution soit dans la Constitution, parce qu'à mon avis, c'est aussi ça qui a entraîné une forme de moindre risque pris dans l'ensemble de la société, et entre autres par la fonction publique. Si je peux, moi je voulais répondre à la question de monsieur, je vais y venir, mais comme il se trouve que je suis ici un peu plus âgée que vous, madame la rapporteure, et donc effectivement, il y a quelques décennies, j'étais un directeur de ministère qui pouvait prendre des risques et qui en a pris, comme tu en as pris, comme préfet, comme Jean-Pierre en a pris, comme moi. Il me semble que si aujourd'hui ce n'est plus possible, c'est peut-être parce que nos successeurs sont devenus des lopettes, mais à vrai dire, je ne le crois pas. Je crois que c'est en raison de l'intrusion permanente, du manque de clarté entre ce qui relève de la politique et ce qui relève de la mise en œuvre. Je crois que c'est ça le phénomène. Bon. Et on a tous d'innombrables petites anecdotes à raconter sur le fait que quand on veut prendre une décision qui consiste à appliquer un texte après avoir pris les avis de toutes les commissions, etc., il n'est pas rare du tout que sur le coup de 21h15, on reçoive un coup de téléphone d'un attaché de cabinet ou que sais-je, ou d'un journaliste dûment informé, on ne sait pas trop comment. Ben voilà, bon. Donc, on ne va pas faire dans la démagogie ici, mais je crois franchement que cette question de la gouvernance, c'est-à-dire de qui fait quoi, et que quand on a, en tant que gouvernement, confié une responsabilité à quelqu'un, justement pour qu'il puisse prendre des risques, il faut le protéger. Hein, de même qu'un politique est protégé par la durée de son mandat, et ainsi de suite. J'aurais voulu parler de comment ça se passe pour le dialogue numérique aussi bien avec les usagers qu'avec les personnels. Bon. Comme vous dites, ça se passe. Et donc le point le plus important, c'est de ne pas nier que ça se passe, et a fortiori de ne pas empêcher que ça se passe. Bon. Des éléments positifs peuvent être utiles. Ça a rapport avec les équipements. Tablette ou pas tablette. Utilisation ou pas utilisation des réseaux par votre service. Est-ce que le Conseil général de l'Essonne a un compte Twitter? Est-ce qu'il fait circuitement par LinkedIn? Je suppose que vous faites ça parce que vous êtes département moderne. Bon, mais enfin, je crois qu'il y a tout simplement de questions de l'outillage et de la conception des outils. Mais pour moi, le plus important par rapport à tout ça, c'est évidemment culturel. Dans ce rapport, on a un petit peu parlé du bottom-up, etc. Bon, moi, je pense que le bottom-up, c'est limite un peu dépassé déjà. En tout cas, c'est très frustrant, le bottom-up. Hein, parce que le bottom-up, c'est quand même assez rare que ça aille très up. Bon. La réalité d'aujourd'hui, c'est le horizontal.
la réalité d'aujourd'hui, c'est que quand vous êtes dans la fonction publique, vous pouvez avoir affaire à des experts qui sont dehors parce que vous allez chercher vos données, etc. Bon. Et puis vous avez les collègues d'à côté parce que vous êtes sur le même réseau social, indépendamment du fait d'être dans le même bureau. Bon. Vous pouvez avoir créé tout à fait une communauté avec vos clients. Je sais pas quoi, moi, les usagers de tel tronçon de la ligne C du RER. Bon. Vous pouvez avoir de l'accès à des enseignements, à des bases de données. Voilà, bon. Donc moi, je crois au moins autant à ce travail-là en réseau dans tous les sens. Et puisque je suis un peu la personne du management dans cette table ronde, il faut bien qu'on ait chacun nos rôles. Bon, évidemment, l'intéressant, c'est que ça change complètement la manière d'exercer le pouvoir. Parce que vous êtes apparemment quelqu'un d'important, eh bien, votre pouvoir, il n'est plus le même. Il n'est plus parce que vous savez des trucs, il est parce que vous avez de l'ascendant. Il n'est plus parce que vous êtes capable de mettre votre visa sur une note pour que surtout, hop, elle ne monte pas. Vous êtes au mieux des mieux capable de faire une note de service, le charte concernant les copies conformes et autres CCI. Bon. Donc ça change énormément cette relation, et en particulier ça donne beaucoup plus de poids et de chance. C'est vrai à la maîtrise technique, mais au moins autant à cette capacité, certains disent de donner le sens, bon, d'accompagner, d'apporter un suivi, d'être le référent, d'être la plateforme. J'emploie des mots qui sont un peu à double sens, qui sont vaguement numériques, mais qui ont aussi un certain sens humain, en quelque sorte. Voilà. Je crois que Jean-Pierre Landau voulait réagir aussi. Est-ce qu'on peut amener aussi un micro, s'il vous plaît, au premier rang pour Jean Pisani-Ferry, s'il vous plaît? Oui, je crois que, enfin, moi, j'étais très, très frappé par la question de Mme Rabault. Je crois que c'est la question essentielle. Je ne suis pas sûr que j'ai une réponse complète à cette question, mais il me semble qu'il y a plusieurs éléments. Je crois qu'il y a un élément, je m'excuse d'y revenir, institutionnel. Aujourd'hui, pour faire le pont de l'île de Ré, il faudra probablement l'accord de 4 ou 5 collectivités, avec chacune des objectifs différents. Mais je reconnais que c'est... Bon. Et donc, pour cette raison, il n'y aura pas de grands ingénieurs des ponts qui iront dans des fonctions qui leur permettront de décider du pont de l'île de Ré parce qu'il faudra l'accord de 5 collectivités. Donc je crois que ce problème institutionnel est très important. Il entraîne la compétence des agents, la collectivité des agents. Je me souviens, parce que je suis moi aussi très très ancien, je me souviens que pratiquement un directeur général des télécommunications en 1960 a décidé à lui tout seul que la France allait rattraper en 5 ou 7 ans son retard en ligne téléphonique. On ne se souvient pas que notre pays, il y a 40 ans, était le dernier de l'OCDE en intensité de téléphone. Et un technocrate, tout seul dans son coin, a pu décider. Ça n'est probablement plus possible aujourd'hui. Et peut-être tant mieux. Après tout, le pont de l'île de Ré, il faut aussi des évaluations. Mais je trouve qu'avoir un dispositif institutionnel clair qui distingue la consultation, la décision, et où chacun sache exactement ce qu'il fait, ça, je crois que c'est très important. Deuxièmement, je m'excuse d'évoquer un cas particulier, mais il y a eu 2 ou 3 cas où des fonctionnaires ont été traduits pénalement en justice pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Et je pense que ça n'est pas passé inaperçu. Des directeurs d'administration centrale, n'est-ce pas? Et cette tendance à judiciariser l'action des fonctionnaires, elle a des avantages en termes de transparence de la vie publique. Elle a évidemment des inconvénients majeurs en termes de capacité à prendre des risques. Donc moi, j'ai vécu dans un monde où le directeur n'existait pas. Il n'était que la parole du ministre. S'il faisait quelque chose qui déplaisait au ministre, c'était un problème entre lui et le ministre. Et il fallait que le ministre puisse lui demander de partir dans la nuit si c'était nécessaire. Aujourd'hui, du fait de la pénalisation et de la judiciarisation d'une partie de l'action publique, eh bien, les fonctionnaires sont obligés de penser aux conséquences individuelles pour eux des décisions qu'ils prennent. Et je crois que ça, c'est certainement quelque chose qui favorise pas la prise de risque. Mais sur le fond, moi, j'ai été très très frappé par ce qu'il m'a dit Mme Rabault. Ce dont on a besoin, le même directeur des télécommunications qui a fait gagner à la France des années s'est trompé sur le Minitel. C'est le même, n'est-ce pas? Non, mais il a pris des risques, il a pris de très bonnes décisions et de très mauvaises décisions. Je crois qu'on a besoin de décideurs qui, de temps en temps, effectivement, soient capables de prendre le risque de l'échec et le risque du succès. Et c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui, et c'est, je pense, partiellement un problème institutionnel. Merci, Monsieur Landau.
la parole à Monsieur le Commissaire général, peut-être. Je voulais rebondir sur d'autres points, celui-là étant évidemment tout à fait important. D'abord, peut-être un petit point de précision. Les chiffres que vous avez donnés sur le poids des intérêts sur la dette publique sont un peu excessifs. Vous trouverez les chiffres dans le rapport, page 28. Les points sur lesquels je voulais revenir, c'est d'abord la LOLF. Je voudrais vous pousser un petit peu tous les deux, c'est quand même une occasion rare de vous avoir, pour vous dire qu'est-ce qu'il faudrait pour lui rendre la puissance qu'on attendait d'elle. Alors, il y avait une dimension certainement d'illusion. Il y avait une dimension d'illusion qui était que l'information en elle-même allait être un vecteur de changement. L'information en elle-même n'est pas suffisamment un vecteur de changement. Il y a un besoin d'appropriation, il y a un besoin que le Parlement s'intéresse un peu plus et que les ministres s'intéressent un peu plus à la performance et un peu moins aux moyens. Qu'est-ce qui peut faire basculer de la logique traditionnelle à la logique de la performance ? Est-ce que c'est une question d'indicateur? Est-ce que c'est une question de procédure? Est-ce que c'est une question d'engagement politique? J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. L'autre point, c'est le point que également Alain Lambert et Jean-Pierre Landau, tous les deux, plaidaient pour la réunification de l'action publique. Moi, je dois dire que je n'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire que je crois que nous sommes passés de manière irréversible dans une logique de différenciation, de différents niveaux d'administration territoriale, avec différentes responsabilités, compétences, et qu'il faut y apporter de la clarté. Alors peut-être qu'il faut recentraliser dans certains domaines où on a délégué des fonctions qui en fait devraient être conservées au niveau central. Peut-être que dans d'autres domaines, il faut abandonner complètement de la part de l'État central la prétention à organiser les choses, mais il me semble qu'il faut aller vers ce qui nous manque, c'est-à-dire une culture de la gouvernance à plusieurs niveaux qui suppose absolument ce que disait Jean-Pierre Landau, c'est-à-dire une réflexion très précise sur quel est le bon niveau auquel une politique doit être gérée, et ensuite une responsabilisation aussi complète que possible. Une réaction, Valérie Rabault, puis Monsieur le ministre Alain Lambert. Alors, sur la LOLF, je crois qu'il faut peut-être... L'outil existe, c'est-à-dire avec un certain nombre d'indicateurs que nous regardons chaque année dans la loi de finances quand nous la votons. Je crois qu'il faudrait passer à une démarche peut-être comme ce qu'a fait la Commission européenne, en se définissant, alors pour le coup j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si c'est 10 ou 20 grands objectifs, division par deux de la quantité d'énergie produite utilisée, doublement, alors c'est par 4 le nombre d'énergies renouvelables, enfin voilà, se fixer une dizaine de grands indicateurs qui seraient suivis, eux, par le Parlement lors des lois de finances. Mais quand vous en avez 200, vous ne les suivez plus. Enfin, faut être tout à fait honnête, les députés ne vont pas regarder, et les sénateurs, j'imagine non plus, les 200 indicateurs qui nous sont donnés dans la loi de finances. Donc je crois qu'il faut les réduire à une dizaine, comme ce qu'a fait la Commission européenne dans l'agenda qu'elle a proposé, et qui puissent être suivis chaque année. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il ne faut pas changer d'indicateur pour dire la même chose. Parce que c'est d'ailleurs au sein de la Commission des finances aussi un ancien ministre qui me l'avait dit. Il m'a dit, moi je refais chaque année un tableau Excel avec les indicateurs de l'année d'avant, et puis c'est un tableau Excel à double entrée, donc les indicateurs de l'année N-1, et puis en ligne les indicateurs de l'année N. Parce que forcément, pour perdre un peu les députés et les sénateurs, pour arriver un peu, voilà, on change d'indicateur, comme ça plus personne n'y comprend rien. Bon. Je caricature un peu, mais c'est pas tout à fait faux. Donc effectivement, j'ai refait un tableau Excel à double entrée, l'indicateur de l'année N-1 et puis l'indicateur 1. Et puis là, on voit tout d'un coup que les résultats sont pas forcément tous aussi géniaux que ce qu'on aurait dit si on était parti, on avait bien réutilisé. Donc il faut quand même qu'il y ait il faut utiliser un historique, parce que sinon, ça veut rien dire. Voilà. Donc je pense que ces deux conditions, réduire à une dizaine de grands objectifs et pas plus, et avoir un suivi historique sans changer le thermomètre d'une année sur l'autre. Parce que sinon, après, à la fin de la journée, tout le monde est perdu. Je vais prendre le problème d'une manière différente pour vous dire que je crois qu'il faut cesser de s'occuper de la construction budgétaire au Parlement. Quand on sait à quel point c'est compliqué de construire le budget, le nombre de mois qu'il faut pour le faire, c'est une illusion absolue de penser que le Parlement, n'ayant pas l'information, pourra le faire à sa place. En conséquence, cessons, ne passons pas plus de 3 jours au moment du vote du budget initial. Deuxième chose, passons 3 mois sur la loi de règlement dont vous parlez dans le rapport. Car là, du coup,
ça sera extrêmement intéressant. Et en effet, ce sera tout à fait comparable à ce que vous dites, c'est-à-dire la publication des comptes qui est faite, et ça, tout à l'heure, Nicolas Jacquet l'a dit. Je pense que la présentation des comptes pour une entreprise cotée ou pour un groupe coté est un moment d'une solennité très grande, un moment d'une analyse très forte et d'un danger aussi très grand pour les administrateurs et même pour les actionnaires, pour la société elle-même. Je pense que ce serait le temps solennel de la loi de règlement et capital pour redonner à la LOLF le sens que le législateur organique a voulu lui donner initialement. Et nous avons une occasion de revisiter, Valérie, si tu le permets, nous avons une occasion de revisiter la loi de règlement parce que nous avions pensé à l'époque que nous allions la revaloriser. Ça ne s'est pas fait alors que nous étions, Didier Migaud et moi, encore en fonction. Ça veut dire qu'on n'a pas eu l'influence pour le permettre. Je pense qu'il y a une belle occasion de le faire. C'est que le traité nouveau et l'article liminaire qui a été introduit par la loi organique de 2012 permet d'aborder le sujet toutes à pu. Et je pense que si nous enrichissions la loi de règlement, et ça pourrait être une belle initiative de la rapporteure générale du budget de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, si nous enrichissions la loi de règlement d'un travail en comptabilité nationale, puisque c'est la langue de nos engagements européens, si nous faisions un travail en comptabilité nationale, des comptes des APU, là du coup nous pourrions probablement démêler un peu de l'enchevêtrement qui existe dans l'action publique. Donc je pense que nous pourrions véritablement faire un coup gagnant-gagnant. D'une part, nous revalorisons pour les comptes de l'État et pour l'action publique de l'État, nous revalorisons la loi de règlement qui pour l'instant ne l'a pas été. Et deuxièmement, nous donnons à la dimension toutes à pu ce qui est absolument nécessaire et que d'ailleurs la loi organique nous a demandé avec l'article liminaire. Et je pense, et là je termine par là, c'est que dès lors que nous vivons avec trois comptabilités, la comptabilité budgétaire, dont les gestionnaires se servent pour le suivi des crédits, la comptabilité générale, dont tout à fait entre nous, on ne tire pas grands enseignements, et enfin la comptabilité nationale, qui est la langue de nos engagements européens, il faudrait arriver à utiliser enfin cette comptabilité nationale que les budgétaires vous appellent simplement de la statistique, ce n'est pas de la comptabilité, mais quelque part c'est quand même un petit peu de la comptabilité. Il faut l'utiliser au moment de la loi de règlement pour reconstituer cette vision d'ensemble des finances publiques. Merci beaucoup. Ce sont les mots qui vont conclure cette table ronde. On n'a pas le temps de prendre d'autres questions. On a la chance d'avoir le secrétaire d'État à la réforme de l'État pour fermer cette journée. On va respecter son emploi du temps. Donc je vous remercie tous encore une fois d'avoir participé. Et j'appelle donc Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification, à fermer cette journée. Merci. Monsieur le commissaire général de France Stratégie, cher Jean Pisani-Ferry, cher Anne-Marie Idrac, Martin Vial, mesdames, messieurs, et pour beaucoup d'entre vous ici à cette heure tardive de la journée, chers amis, je voudrais vous dire quelques mots, finalement, certes en partie préparés, mais sortant des quelques notes que j'ai, qui sont des réactions sur le plan politique au formidable travail que France Stratégie a piloté depuis des mois. Je dois d'abord dire, Jean, que quand, en Conseil des ministres, vous nous avez remis ce rapport qui, j'espère, a eu le succès qu'il mérite, la France dans 10 ans, il y avait un implicite dans ce rapport, et l'implicite, c'était que, à l'évidence, la vision que vous aviez de ce que sera la France dans 10 ans implique nécessairement une puissance publique retrouvée dans son efficacité, modernisée, et qui a un rôle essentiel, parce que la France, c'est la France, et ceux qui ont lu Braudel, par exemple, savent que depuis des siècles, ce qui structure l'identité française, c'est un rapport à la chose publique, à l'organisation publique, et ces choses-là ne changeront pas, quelles que soient les difficultés budgétaires, elles sont un invariant. Et l'idée de ce travail vient de cette présentation en Conseil des ministres
il nous a semblé, car très vite nous en avons parlé, qu'il fallait creuser cet implicite et chercher à formaliser finalement la vision de long terme que l'on pouvait, enfin long terme 10 ans, je ne sais pas si c'est long terme d'ailleurs, moyen terme, que l'on pouvait porter, que vous pouviez proposer, en élaborant cette vision avec 3 principes majeurs qui sont probablement pour beaucoup dans le résultat du remarquable travail que vous nous apportez aujourd'hui. Premièrement, je le mets dans cet ordre, un dialogue social. Moi, je ne crois pas à ceux qui vont nous expliquer qu'ils moderniseront l'État ou la France contre les corps intermédiaires. Je n'y crois pas. On peut le promettre, on peut le croire, mais ça ne se fait pas. Il n'y a pas d'issue en dehors du dialogue social. Deuxième marque de fabrique de votre rapport, un dialogue, un débat participatif avec des citoyens partout en France, des forums régionaux qui ont réuni, j'ai eu la chance de participer à certains, des associations, des citoyens, et qui partaient de cette idée finalement très moderne, et à partir de laquelle une transformation de l'État doit se bâtir, que dans nos sociétés numérisées, le savoir est épars, et que la puissance publique, parce que c'est par définition la puissance de tout, ne peut se remettre en question, se transformer, se moderniser, que si elle agrège cette diversité des savoirs et qu'elle leur donne forme. Et ces forums étaient passionnants. Puis bien sûr, un remarquable travail d'experts, de professionnels, de gens engagés. Et au premier rang d'entre eux, je veux bien évidemment remercier Anne-Marie Drac et Martin Vial, et associer à ces remerciements votre équipe, Marie-Cécile Naves et Dominique Bureau, qui ont fait un travail formidable. Deuxième remarque, il faut être franc et direct à cette heure de la fin de journée. L'État bouge. Personne ne le conteste. On peut considérer qu'il ne bouge pas assez vite, pas comme il faut, mais il bouge. Et comme ministre du gouvernement, c'est bien normal que je le rappelle, particulièrement ces dernières années. D'abord, pour ce qui relève de la lisibilité, de l'efficacité de l'État, qui est une priorité de l'action du président de la République et du gouvernement, la loi NOTRe, la revue des missions qu'on est en train d'engager, j'y reviendrai tout à l'heure, la réorganisation très prochainement annoncée de l'ensemble de l'État de proximité, des partenariats avec des acteurs publics ou privés pour renforcer le service public. Je pense à ce qu'on est en train de faire avec la Poste et les maisons de service public. L'État prend le virage du numérique, d'ailleurs de manière tout à fait exemplaire, puisque dans les classements internationaux, il n'y a pas de raison de ne rappeler que ceux qui nous placent en mauvaise position. Sur le numérique, nous sommes premiers en Europe pour les services numériques, 4e au monde. L'État bouge dans sa gouvernance et dans le pilotage des réformes. Le travail que le SGMAP a mis en place sur les évaluations de politique publique est très prometteur. Les évaluations que nous sommes en train de mettre en œuvre sur la politique de simplification de même, et plus généralement, nous essayons de renforcer le pilotage des mises en œuvre de toutes les actions décidées. Et puis même l'État bouge dans sa culture managériale, notamment une réforme de l'ENA qui est en préparation, qui sera annoncée dans quelques jours, et qui sera effective à partir de la prochaine rentrée. Et puis plus généralement, un ensemble de réflexions et d'ailleurs de débats avec les partenaires sociaux sur la fonction publique, les carrières, les formations, les passages de tel ou tel secteur de la fonction publique. Donc l'État bouge. Mais s'il y a quelque chose qui réunit tous ceux et toutes celles qui sont dans cette salle aujourd'hui, c'est que nous avons tous conscience que ça ne suffit pas. Et de ce point de vue-là, ce rapport, à mes yeux, ouvre une nouvelle page dans ce que doit être la réforme de l'État. Pourquoi ça ne suffit pas? D'abord parce que on est dans un moment particulier de la vie des sociétés développées. Ce moment, il est composé d'éléments qui ont été tellement développés qu'il n'est pas la peine que je sois très long, mais à la fois une demande d'individualisation des réponses, de défiance, notamment en France, sans précédent par rapport aux décideurs publics, de numérisation, donc d'accélération du rythme de la société
avec une puissance publique qui, elle, est toujours longue à se réformer, donc une sorte de contradiction des temps vécus par les citoyens autour d'eux et par ce qu'ils aperçoivent de la vie publique qui est grandissante, et puis aussi des ambiguïtés qu'il faut souligner comme telles dans la société entre des citoyens qui, on le voit même sur le plan électoral ou post-électoral à travers les études d'opinion, demandent plus de sécurité, plus de protection, moins de sentiment d'abandon, et en même temps veulent payer moins d'impôts. Donc, formidable travail pour les décideurs publics, ceux d'aujourd'hui comme ceux de demain, que de penser et de mettre en œuvre surtout cette action publique renouvelée qui devra faire avec cette nouvelle donne sociale. Il y a un mot-clé pour réussir la réforme de l'État, pardon, sa transformation, puisque c'est de ça dont il s'agit dans les années qui viennent. C'est la désirabilité. Il faut que ce changement soit désirable. Sinon, il ne se fera pas. La France, c'est la France. La capacité de contestation, de blocage de cette société est extrêmement forte et durable. Et il faut rendre le changement désirable. De ce point de vue-là, votre démarche, qui est celle de fixer un horizon, est la bonne. Où cette transformation de l'État nous emmène-t-elle dans les années qui viennent? Quelle vision de l'État rénové portent vos travaux et plus généralement portent ceux et celles qui croient qu'il faut changer l'État? Cette vision, vous nous proposez de la développer autour de 5 axes, des réponses plus personnalisées, un État à la fois plus efficace, donc interrogé dans son efficacité concrète, et plus sélectif, plus transparent, et puis plus participatif auprès de ses salariés. Chaque mot mériterait, et d'ailleurs c'est fait dans vos pages, chaque mot mériterait un développement assez long, tant ces lignes de force de l'horizon sont importantes. Et puis vous nous proposez aussi le chemin, deuxième élément sur lequel il n'y a pas de désirabilité, parce que finalement, si la vision de long terme est une vision éthérée, qui n'a que peu de contact avec la réalité vécue et qu'on ne voit pas comment on y va, ça ne marche pas. Donc vous nous proposez aussi le chemin, et là encore, à partir de 5 leviers d'action, je crois que vous avez appelé, la réflexion sur les missions, la réflexion sur le management, la réflexion sur les priorités, et la réflexion sur l'investissement à faire dans la puissance publique. Bref, vous faites un double mouvement très prometteur, à la fois un acte de foi dans la dépense publique, qui est utile et même indispensable. Certes, la France dépense beaucoup de son produit intérieur brut en dépenses publiques, et certes, ces dépenses, finalement, sont financées par l'impôt. Donc il est légitime de chercher tendanciellement à baisser, autant que faire se peut, cette part importante de la charge des ménages et des entreprises. Mais il faut cet acte de foi initial, et une foi laïque, certes, mais qui soit faite de ceux dont sont bâtis, paraît-il, les foi. Une très forte exigence. Très forte exigence. Chaque euro investi par la puissance publique est un euro qu'on prend aux citoyens, qu'ils donnent, prenez ça comme vous voulez, ou aux entreprises. Et donc, on n'a pas le droit de ne pas avoir les standards les plus élevés d'exigence par rapport à la dépense publique. Et donc, se doter des outils qui permettent en permanence d'évaluer la qualité des investissements ou des dépenses de fonctionnement réalisées, de l'efficacité des politiques, de les adapter, de les faire bouger. Deuxièmement, elle doit être interprétée en permanence, la foi. Il n'y a plus de vérité en matière de politique publique. Longtemps, le monde public a vécu sur l'idée qu'il fallait qu'il se réforme, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il pense comment il pouvait faire telle ou telle action, et qu'une fois qu'elle était faite, c'est bon, on était tranquille pour 20 ou 25 ans. Ce temps-là est révolu. Et le numérique nous fait nécessairement rentrer dans le temps de l'interrogation permanente, et donc dans une forme d'action publique qui, à la fois, doit être très volontaire, et en même temps ne peut jamais être satisfaite d'elle-même, donc doit se remettre en cause en permanence. Et puis, ça doit aussi se partager avec ses salariés, en l'occurrence les fonctionnaires d'abord, mais aussi avec les citoyens. Il y a aussi, c'est l'autre aspect de ce rapport qui, de mon point de vue, est passionnant, au-delà de la foi, une aventure.
La modernisation globale à laquelle vous nous appelez, c'est une aventure pour des millions d'hommes et de femmes, ceux qui travaillent aujourd'hui dans la puissance publique, État, collectivités, organismes, ou ceux qui voudraient y travailler. Car cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon de manager, cette façon d'évaluer, cette exigence de qualité, c'est un formidable défi pour des hommes et des femmes qui veulent contribuer à apporter leurs compétences, leur savoir-faire professionnel à la chose publique, et je ne doute pas qu'une démarche comme la vôtre peut générer un mouvement d'engagement dans la puissance publique et redonner au métier de fonctionnaire, au beau métier de fonctionnaire, un lustre que l'ère du temps, ces dernières années, lui a injustement fait perdre. Et puis aussi, et je veux terminer par là parce que c'est sûrement finalement la vérité cachée que vous avez trouvée, que vous remettez là où il convient de le faire et sur laquelle vous attirez l'attention des pouvoirs publics. Il faut réinvestir dans la puissance publique, dans la recherche sur la puissance publique, dans les outils de modernisation de la puissance publique, les outils d'évaluation, dans les hommes et les femmes qui font la puissance publique. Il faut réinvestir si l'on veut transformer, si l'on veut évoluer, si l'on veut bâtir cette puissance publique de demain. Il ne faut pas seulement raisonner économie, budget qui vient, mais il faut raisonner d'abord et avant tout horizon que l'on veut. Et je pense que c'est même probablement un des premiers prolongements, il y en aura plusieurs dans les jours qui viennent, je conclus là-dessus, que je vois à votre rapport. Je pense que la France s'est honorée il y a quelques années d'avoir, décennies presque, une recherche sur les politiques publiques et sur l'État de premier niveau mondial. Ce temps n'est plus. Il y a des formidables chercheurs ici ou là en France. Mais l'école de la pensée de l'action publique française a besoin d'être dopée, a besoin d'être encouragée sur le long terme. Je forme le vœu que nous puissions, en liaison avec l'Agence nationale de la recherche, par exemple, développer de grands programmes de recherche et de recherche appliquée, de manière à ce que, pour moderniser durablement et faire l'évolution culturelle à laquelle vous nous appelez, nos chercheurs en France, en tout cas une nouvelle génération de chercheurs, se tournent vers l'action publique, et c'est d'ailleurs, je dirais, des chercheurs multidisciplinaires, qu'on ait à la fois des sciences humaines, peut-être parfois des modèles économiques, enfin, qu'on ait des équipes vraiment qui réinvestissent du temps et du savoir-faire et de la compétence sur ces sujets-là. Deuxième chantier, finalement, vous nous invitez à casser un certain nombre de codes. Et vous parlez, à juste titre, des questions de management. Je ne sais pas s'il faut dire ce mot, il ne faut jamais dire ce mot dans la vie publique, mais moi je le prends pour ce qu'il est, y compris avec ces questions de responsabilité, de responsabilisation, d'organisation nouvelle des responsabilités entre le maître d'ouvrage politique et ceux et celles qui mettent en œuvre les choses, commencer donc les fonctionnaires, les responsables des administrations, les inviter à la prise de risque, tout ça est juste, mais tout ça est un bouleversement culturel considérable, surtout que si on les invite à la prise de risque, il faut aussi les inviter parfois, il ne faut pas hésiter à remercier ceux ou celles qui ne réussissent pas ou qui finalement ne sont pas à la hauteur des attentes qu'on a en eux. Il faut dire les choses, il n'y a pas de responsabilité sans sanction, et il faut probablement un peu des deux, mais là j'ai conscience du chemin qui nous sépare d'une réalité aujourd'hui. Et puis, et je conclus sur ce point, il faut se dire que 10 ans c'est loin, très loin, mais 10 ans c'est aussi, ça se prépare dès maintenant. Dans quelques jours, le gouvernement lancera une réforme que je crois assez audacieuse parce que globale, recouvrant beaucoup des champs que vous avez énoncés aujourd'hui, de son action de proximité, de son action dans les territoires. Cette action sera bâtie sur un certain nombre de principes proposé dans votre rapport. La question de la précision des missions, avec un certain nombre de missions redéfinies, une bonne soixantaine de missions de l'État que nous proposerons d'exercer autrement, avec une régulation nouvelle assez puissante des rapports entre l'État central
et l'État déconcentré, avec des outils nouveaux pour piloter les organismes qui participent de la politique publique dans les territoires, avec une rationalisation assez forte des différentes commissions qui existent là encore dans les territoires et dont certaines ont une utilité qu'on peut interroger. Et enfin, même sur la cohérence, la lisibilité de l'ensemble, puisque tout un travail se fera sur la cartographie, une forme d'unicité des différentes cartographies des services de l'État. Ce travail-là, c'est qu'on présente en Conseil des ministres, je crois, à la fin du mois, pourrait être un chantier expérimental entre ceux qui le mettront en œuvre, en l'occurrence le secrétariat d'État, et France Stratégie, s'il le souhaite. Je pense que quand on passe à l'acte, quand on s'irriguera d'un certain nombre des principes que votre rapport contient, il est bon aussi que, chemin faisant, on ait des évaluateurs, entre guillemets, en tout cas des gens qui suivent de près ces évolutions-là et qui nous disent si elles sont conformes à la feuille de route qui est en gros celle que vous tracez aujourd'hui. Car s'il y a une certitude, cher Jean, c'est que votre rapport, nous présenterons dans les prochains jours au gouvernement, au ministre concerné, formera le cadre d'action du gouvernement pour les décisions importantes qu'il a à prendre ces prochaines années. C'est dans l'esprit que vous avez tracé, avec ce souci de la modernité, de la transformation, y compris culturelle, et c'est bien ça dont on parle de notre État, et en même temps de foi, de conviction que la chose publique, c'est une aventure formidable pour tous les Français, c'est une nécessité pour la cohésion de ce pays. C'est avec ces valeurs-là chevillées au corps que nous prendrons quelques décisions dont vous entendrez parler. En tout cas, un grand merci à tous et à toutes d'avoir assisté à ces travaux, de la qualité de ce travail, et soyez persuadés qu'il sera fécond et qu'il sera fécond très prochainement.